Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Radhika Desai, économiste géopolitique, professeur à l'Université du Manitoba et professeur invité à la London School of Economics. Donc, bienvenue dans l'émission. Ravi d'être ici, Glenn. Le sujet que je voulais aborder avec vous concernait les politiques économiques de Trump, les réactions des BRICS, mais aussi la place de la Russie dans ce contexte plus large. Je souhaite également évoquer les problèmes plus généraux des économies occidentales, car il est évident que la situation n'allait déjà pas bien avant l'arrivée de Trump. Et je pense que l'économie américaine n'a fait qu'empirer, surtout au cours des 2 dernières décennies. Un problème clé semble être ce que l'on appelle souvent le néolibéralisme. Comment définissez-vous l'économie néolibérale? Et pourquoi considérez-vous cela comme la source de nombreux maux des économies occidentales actuellement? Oui, je pense qu'en fait, étant donné la diversité des sujets que nous voulons aborder, c'est un excellent point de départ. Donc, le néolibéralisme est en quelque sorte un terme générique pour désigner un ensemble de politiques et les théories qui leur sont associées, qui dominent depuis le début des années 1980, depuis l'ère Thatcher et Reagan, et ainsi de suite. Périodiquement, certains ont annoncé la mort du néolibéralisme. En fait, j'en faisais moi-même partie. J'ai annoncé la mort du néolibéralisme en 2008 après la crise financière. Mais depuis, mon analyse s'est encore approfondie, car il est clair que le néolibéralisme n'a pas disparu. Voici donc comment je le comprends aujourd'hui. Ainsi, le néolibéralisme est censé être l'idéologie qui affirme que les marchés doivent être libres, qu'il faut des marchés libres et un libre-échange, et que tout ira bien. La raison pour laquelle il était important pour certaines personnes de défendre cette idée à la fin des années 1970 et au début des années 1980, c'est parce qu'ils soutenaient que la profonde crise économique dans laquelle le monde occidental en particulier s'était retrouvé, la crise de stagflation des années 1970, avait été causée, selon les néolibéraux, par un excès de régulation étatique, combiné bien sûr à un excès de pouvoir syndical. Ainsi, la régulation étatique et la fiscalité du capital, tout comme le pouvoir des syndicats, devaient être réduits. Les sociétés devaient, les États devaient être réduits. Il fallait privatiser les entreprises publiques, déréglementer l'industrie, réduire la fiscalité sur le capital, diminuer les dépenses sociales, etc., etc., etc. L'idée était donc de restaurer les marchés et la concurrence, ce qui devait permettre de retrouver le dynamisme productif du capitalisme, qui serait naturellement dynamique sur le plan productif. Et seules les réglementations de la période d'après-guerre, lorsque les États-providence keynésiens ont été créés, empêchaient cela. Malheureusement, cette théorie est totalement de mauvaise foi, dans la mesure où elle a été proposée à une époque où le capitalisme n'était déjà plus fondé sur les marchés libres et le libre-échange. Cela a été proposé, vous savez, à partir de la révolution néoclassique, à la fin du XIXe siècle, et développé tout au long du début du XXe siècle jusqu'à notre époque. C'était une période où le capitalisme était déjà entré dans sa phase monopolistique, et il n'y avait pas que des marxistes comme Lénine, Hilferding ou Boukharine qui en parlaient. Toutes sortes d'experts bourgeois éminents, des experts pro-capitalistes, parlaient également de la concentration croissante du capital et du fait que le capitalisme avait atteint un autre niveau, une nouvelle phase. Donc dans ce contexte où le capitalisme est déjà arrivé à la phase du monopole, ces personnes parlent de la façon dont les marchés libres et le libre-échange vont, grâce à la concurrence, restaurer cette dynamique productive, etc. C'est complètement absurde. Et bien sûr, au moment où cela a commencé à être appliqué, à la fin des années 70 et au début des années 80, le capitalisme était devenu encore plus prononcé. Ainsi,
Le néolibéralisme prétend défendre les marchés libres, mais en réalité, le néolibéralisme accorde plus de liberté au capitalisme monopolistique. Quel est le problème avec cela? Le problème, c'est que, et c'est quelque chose que Marx avait déjà souligné il y a longtemps, il avait montré, une fois que le capitalisme atteint la phase du monopole, il perd sa dynamique productive. Il ne s'agira plus de concurrence, il s'agira essentiellement d'une production sociale de masse. En fait, il pensait que ce serait tellement évident que les gens comprendraient qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de prendre le contrôle de ces grandes entreprises monopolistiques et de les placer sous propriété publique, car les monopoles permettent aux propriétaires privés d'engranger des profits, des revenus non gagnés, essentiellement de percevoir des rentes, comme on les appelle. Ils deviennent des institutions rentières, ou cela devient une économie de rente. Marx avait donc prédit cela, et il disait qu'à ce stade, quel que soit le rôle progressiste que le capitalisme avait pu jouer dans le développement des forces productives, dans le développement des capacités des sociétés humaines à produire, etc., ce rôle serait terminé. Le capitalisme serait alors mûr pour le socialisme. Il l'avait déjà affirmé à l'époque. Et je dirais qu'en l'espace de quelques décennies, au début du XXe siècle, on a connu la crise des 30 ans de 1914 à 1945, englobant 2 guerres mondiales impérialistes dont personne ne doutait qu'elles étaient liées au capitalisme. Même des gens comme Keynes pouvaient le voir, sans parler des marxistes de l'époque. Des personnes comme Karl Polanyi le voyaient aussi, et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a eu la Grande Dépression entre les 2 guerres. Donc, tout le monde pensait que la date de péremption de ce système était largement dépassée et qu'il allait falloir construire un type de société très différent. Et dans la période d'après-guerre, l'idée était que si on ne faisait pas, on connaîtrait une nouvelle Grande Dépression. Or, dans la période d'après-guerre, nous avons connu l'âge d'or de la croissance. Beaucoup de gens s'y réfèrent en disant « Vous voyez, il y a eu cet âge d'or de la croissance. Cela prouve que le capitalisme fonctionnait bien. » Pas si vite, car en réalité, cet âge d'or de la croissance mesurait la croissance mondiale. Et quand on mesure la croissance mondiale, il faut se rappeler premièrement que les pays dits du premier monde, les pays impérialistes, comme certains les appellent, avaient été transformés en États-providence keynésiens. L'historien Eric Hobsbawm souligne que les réformes introduites après la Seconde Guerre mondiale étaient si radicales que même une décennie auparavant, elles auraient été rejetées comme socialistes. De telles réformes devaient être acceptées par le capitalisme. Dans le Second Monde, bien sûr, dans un vaste Second Monde composé de pays communistes, qui s'étendait alors de l'Europe de l'Est jusqu'à la lisière orientale du continent eurasiatique, un continent ou supercontinent sur lequel vous avez tant écrit, c'était le communisme qui dominait. Et bien sûr, ces pays affichaient des taux de croissance énormes, bien plus élevés et réguliers que ceux du capitalisme, ce que beaucoup de gens enviaient à l'époque. Je me souviens même avoir lu quelque part qu'à cette époque, les intellectuels des pays occidentaux étaient très envieux de cela, et ils pensaient qu'étant donné la régularité avec laquelle les pays communistes affichaient de tels taux de croissance, ils finiraient par dépasser le capitalisme, ce qui, d'une certaine manière, s'est produit aujourd'hui avec la Chine et ce qu'elle accomplit. De toute façon, tous les pays nouvellement indépendants, anciennement colonisés, poursuivaient des politiques de développement national autonomes qui, quel qu'ait été leur succès ou leurs échecs, étaient certainement bien meilleurs en termes de croissance généralisée que tout ce que nous avons vu plus récemment. Ce sont donc ces raisons qui ont permis l'âge d'or, et non le capitalisme. Et vous voyez, c'est particulièrement évident aujourd'hui, avec le recul de 4 décennies et demie d'ère néolibérale,
que le néolibéralisme n'a pas restauré le dynamisme productif. Il nous a apporté une faible croissance, de faibles investissements et la financiarisation. La seule chose que le capital ait faite avec les nouvelles libertés que lui ont accordées les décideurs néolibéraux, ce n'est pas de relancer l'investissement productif, mais essentiellement de financiariser l'économie. Et bien sûr, cela a largement contribué à l'augmentation des inégalités. Tout cela constitue donc un cocktail de maux économiques qui touche particulièrement les économies occidentales et conduit manifestement à leur déclin. Et les pays des BRICS sont passés au premier plan dans la mesure où ils n'ont pas adopté le néolibéralisme. Par exemple, la Chine n'a jamais été soumise au néolibéralisme. La Russie et le Brésil ont énormément souffert du néolibéralisme, le Brésil plus longtemps que la Russie. Mais finalement, dans les années 2000, ils ont en grande partie rejeté le néolibéralisme, même si ce n'est pas totalement. Je pense que les deux économies restent encore bien trop néolibérales à mon goût. Et puis il y a l'Inde, qui du moins jusqu'à la première décennie et un peu plus du XXIe siècle, entre 2004 et 2012, était sous un gouvernement dirigé par le Congrès, qui était assez réformiste, en partie parce qu'il dépendait du soutien de la gauche. Ainsi, les réformes qu'il a introduites ont permis de maintenir une croissance de bonne qualité. Mais bien sûr, depuis que nous avons eu Bolsonaro au Brésil et Modi en Inde, le bilan de ces pays est bien plus médiocre. Quoi qu'il en soit, je pense que je m'éloigne un peu du néolibéralisme. Mais le néolibéralisme, essentiellement, je le considère comme une supercherie intellectuelle de grande ampleur, tout simplement. Oui, c'est toujours intéressant, cet argument académique selon lequel plus le marché peut fonctionner librement, plus il sera efficace. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'économistes qui rejettent cette affirmation libérale. Mais comme tu fais référence à des personnes comme Karl Polanyi, qui soulignent que si l'on laisse les forces du marché agir sans entrave, cela a tendance à ronger le tissu social. Même des économistes libéraux comme David Ricardo ont reconnu la concentration de la richesse dans le capital et l'affaiblissement du travail. Bien souvent, c'est devenu excessivement idéologique, alors même que les problèmes fondamentaux ont été reconnus par tous. Exactement. Et vous savez quoi? Si on y réfléchit, ce que nous appelons le néolibéralisme, c'est essentiellement l'économie néoclassique, en particulier la variante autrichienne, qui a émergé à la fin du XIXe siècle. Mais pendant longtemps, ça n'a pas vraiment été pris très au sérieux. Parce qu'au départ, bien sûr, il n'y avait pas seulement le marxisme, mais aussi certaines écoles associées, comme l'école historique en Allemagne et en Europe continentale. Il y avait cette grande querelle méthodologique entre l'école néoclassique et l'école historique. Donc il y avait encore beaucoup de résistance. Peu de temps après, il y a eu Keynes et l'émergence de la macroéconomie, ce qui a de nouveau constitué un immense défi pour les idées, en particulier celles des Autrichiens, et ainsi de suite. Bien sûr, tout au long du milieu du XXe siècle, c'est le keynésianisme qui a dominé. Ce n'est donc vraiment qu'avec la crise des années 1970, crise qui a ensuite été imputée avec succès par les néolibéraux et les think tanks. Je veux dire, j'ai fait mes premières armes intellectuelles en écrivant sur les think tanks néolibéraux en Grande-Bretagne, après la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont réussi à faire porter la responsabilité de la crise au keynésianisme. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont connu leur apogée. Donc, dans un certain sens, la domination du néolibéralisme est en réalité assez récente. Cela affaiblit bien sûr la puissance économique des pays occidentaux. Et je dois dire, en tant qu'admirateur de ce que l'on pourrait appeler le nationalisme économique ou le capitalisme industriel d'Alexander Hamilton, Friedrich List, Sergey Witt et d'autres,
que je vois la valeur, par exemple, des droits de douane comme un élément de la politique industrielle, en partant du principe qu'il faut une souveraineté en matière de politique industrielle pour avoir une souveraineté politique. Cela dit, les efforts de Trump pour inverser une partie du déclin néolibéral ne semblent pas très convaincants, que ce soit en ce qui concerne les industries visées par les droits de douane, les objectifs poursuivis ou même le calcul des droits de douane. Rien de tout cela n'a vraiment beaucoup de sens. Je me demandais comment vous évaluez la guerre économique actuelle menée par Trump en matière de droits de douane, en s'attaquant aux chaînes d'approvisionnement vulnérables des adversaires, en essayant de réduire la taille du secteur technologique chinois. Comment analysez-vous le raisonnement derrière tout cela? Oui, bien sûr. Donc, vous savez, j'ai l'habitude de raconter une histoire à ce sujet que je commence généralement par là, mais je veux la reléguer à la seconde partie, parce que vous avez dit quelque chose que je considère comme très très important. Vous avez évoqué la souveraineté économique. Et vous savez, peu de gens comprennent à quel point elle est centrale dans le fonctionnement du système international du capitalisme, ce que j'appelle l'économie géopolitique. Donc laissez-moi commencer par cela. En fait, l'argument néolibéral selon lequel les marchés libres et le libre-échange sont bénéfiques conduit essentiellement à nier le développement. Si les décideurs politiques mettent réellement cela en œuvre, ils ne favoriseront pas le développement, mais encourageront activement le sous-développement. C'est pourquoi Friedrich List, que vous avez mentionné, a utilisé l'expression « retirer l'échelle ». Il a expliqué que les pays occidentaux se sont développés grâce à des politiques industrielles, des droits de douane, du protectionnisme et toutes sortes de formes d'intervention de l'État. Mais une fois qu'ils atteignent le sommet du développement, une fois qu'ils ont gravi l'échelle du développement, ils la retirent pour que personne d'autre ne puisse la gravir. Et que signifie retirer l'échelle? Cela consiste à promouvoir, à encourager les politiques de libre marché et de libre-échange, qui ont l'effet inverse, non pas promouvoir le développement, mais encourager le sous-développement. À présent, les États-Unis, l'Allemagne et divers autres pays l'avaient déjà reconnu. Friedrich List a écrit son livre comme une attaque contre les politiques de libre marché et de libre-échange. Il savait donc que ces politiques ne permettraient pas à l'Allemagne de se développer. Elle la sous-développerait. Ainsi, ce que l'on a observé dans le dernier tiers du XIXe siècle, c'est le développement accéléré de pays comme l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, etc., derrière des barrières protectionnistes. Et cela traduisait une autre prise de conscience. Vous savez, Karl Polanyi a cette merveilleuse expression que j'ai souvent utilisée dans mes propres écrits. Il disait que les économies étaient devenues crustacées. Vous savez, crustacé est un terme biologique désignant le genre de créatures qui vivent dans la mer et possèdent une carapace dure, comme les crabes, les tortues ou autres. Ainsi, on parle de nations crustacées, c'est-à-dire des nations qui développent une muraille solide. Et seul ce type de nations, les nations crustacées, peuvent se développer, car elles ont les moyens de se protéger lorsqu'elles sont attaquées d'une manière ou d'une autre. Elles peuvent se replier sous leur carapace. Et c'est cela que signifie crustacé. Et bien sûr, le but de la prescription néolibérale des marchés libres et du libre-échange est précisément d'ouvrir ces économies afin qu'elles acceptent de répondre aux besoins des grandes puissances impérialistes. Et c'est pourquoi la rhétorique des marchés libres et du libre-échange, des économies ouvertes, est la rhétorique de l'impérialisme. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez soulevée à propos de, vous savez, comment je comprends les BRICS et ainsi de suite. Pardon, comment je comprends les tarifs douaniers de Trump? Très simplement, je considère la politique des tarifs comme un symptôme de la crise profonde des États-Unis et non comme un signe que Trump a une stratégie
pour résoudre les problèmes de l'Amérique. Parce qu'en réalité, ce qui a donné à Trump l'avantage sur les autres républicains et ce qui lui a permis de prendre le contrôle de l'un des partis établis des États-Unis, c'est qu'il a compris qu'on ne pouvait pas gagner des élections en disant aux gens que l'économie allait bien. En effet, il a montré aux républicains qu'il pouvait gagner les primaires, puis l'élection de 2016, précisément en disant aux gens que l'économie allait très mal. Mais étant donné que Trump, comme ses concurrents démocrates, postulait essentiellement pour devenir le serviteur de la même classe capitaliste et corporatiste que celle servie par le Parti démocrate, il ne pouvait pas s'arrêter là. Il devait accompagner cela d'un mensonge. Et ce mensonge était que les problèmes de l'économie américaine, les problèmes des électeurs américains ordinaires, n'étaient pas dus à des décennies de politiques néolibérales qui ont produit cette économie pourrie, etc., mais plutôt à cause du commerce, de la Chine et des immigrés. Voilà ce qu'il avait identifié. Et les propositions de tarifs d'aujourd'hui ne sont qu'une mise en scène élaborée pour donner l'impression qu'il poursuit exactement les politiques qu'il avait annoncées, sur lesquelles il avait fait campagne. Mais en même temps, on voit bien qu'elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Au lieu de tarifs, il propose une série de soi-disant accords qui ne sont même pas couchés sur papier, avec le Japon, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou que sais-je encore. Que signifie-t-il? Que finiront-ils par signifier? Seul le Tout-Puissant le sait, si jamais cela existe un jour. Je ne pense pas, et Trump certainement ne le sait pas. Il a, bien sûr, agi, et cela a été très destructeur. Il en va de même pour l'attaque contre les travailleurs immigrés à travers les États-Unis. Cela a été terrifiant pour beaucoup d'entre eux. Cela a conduit à des manifestations et à des gens ordinaires très bouleversés par ce qu'il fait. Néanmoins, ce n'est qu'une fraction de ce qu'il avait initialement menacé de faire, à savoir expulser 11 millions de personnes. Il ne peut pas faire cela. Il ne peut pas imposer des tarifs douaniers de la manière dont il l'avait menacé. Il ne peut pas procéder aux expulsions, car les deux mesures nuiraient aux mêmes classes capitalistes et aux proches qu'il a rassemblés autour de lui. Donc, il ne peut pas le faire. De plus, si l'on se concentre uniquement sur les tarifs douaniers, tant d'objectifs différents ont été annoncés pour ces tarifs, n'est-ce pas? Et certains d'entre eux sont même contradictoires entre eux. Donc, par exemple, si l'objectif est de réindustrialiser les États-Unis, et vous savez, il ne cesse de dire « Oh, les Européens ont promis d'investir autant, et les Japonais ont promis d'investir autant, et Tim Cook d'Apple a promis d'investir autant », mais ce ne sont que des promesses. Dieu seul sait si elles se concrétiseront. Mais il affirme qu'il va réindustrialiser les États-Unis. Eh bien, dans ce cas, les droits de douane seraient efficaces pour stopper les importations. Mais ensuite, il dit que ces droits de douane vont générer d'énormes revenus pour le gouvernement fédéral, justifiant ainsi sa grande et belle loi dans laquelle il a encore réduit les impôts sur le revenu et les impôts sur les sociétés. Eh bien, si les importations sont arrêtées, il n'y aura plus de recettes tarifaires, ou très peu. Et franchement, les gens disent que les recettes tarifaires sont plus élevées qu'elles ne l'ont été depuis longtemps. Mais c'est parce qu'elles étaient très faibles depuis très longtemps. Elles sont certainement loin de compenser les baisses d'impôts qu'il a mises en place, sans parler des baisses d'impôts de toute l'ère néolibérale, qui sont responsables des énormes déficits, les déficits budgétaires que connaissent les États-Unis. Et bien sûr, oui, il a utilisé les tarifs pour faire pression sur divers dirigeants mondiaux, etc. Mais encore une fois, il ne m'est pas évident que cela réussira nécessairement, pour une raison très simple. Trump agit comme si les États-Unis étaient encore le marché de dernier recours du monde, que tout le monde était désespéré de vendre aux États-Unis.
Mais si l'on regarde les statistiques, j'ai lu 2 ou 3 chiffres différents. Le chiffre le plus élevé était de 15,9%. Le plus bas était de 10%. Il s'agit du pourcentage des importations mondiales dont les États-Unis sont responsables. Donc c'est quelque part entre 15,8% et 10%. Ce n'est pas un chiffre négligeable, mais ce n'est pas énorme non plus. Et à l'exception des pays qui ont malheureusement pris de mauvaises décisions au cours des dernières décennies, comme le Mexique et le Canada, qui ont attaché leur sort à celui des États-Unis, alors que beaucoup de leurs intellectuels disaient qu'ils devraient faire le contraire. C'est une autre histoire. Mais au-delà de cela, je pense que la plupart des pays peuvent survivre à un choc commercial avec les États-Unis. Donc je dirais que bien sûr, ils survivront au choc commercial, mais ce que les États-Unis ne survivront pas, c'est à l'énorme climat d'incertitude qu'ils ont créé. Alors les gens se demanderont, pourquoi devrions-nous le faire? Et vous savez, Trump peut venir et Trump peut partir, mais le prochain dirigeant ne sera probablement pas beaucoup mieux, parce que ces choses ressortent. Comme je l'ai dit, Trump est le symptôme d'une crise plus profonde. Il n'est pas l'acteur, il n'est pas le problème. Le problème, c'est la crise profonde dans laquelle se trouvent les États-Unis. Et cela ne disparaîtra pas demain. Certainement, les politiques de Trump ne feront qu'aggraver la situation. Cela signifiera donc simplement qu'en réalité, à long terme, même si les pays traverseront des difficultés considérables, en particulier les plus petits et les plus vulnérables, quelle est la chose rationnelle à faire? Ils comprendront que la chose rationnelle est de réorienter leurs économies en s'éloignant des relations commerciales et d'investissement avec les États-Unis, pour se tourner vers d'autres partenaires commerciaux et investisseurs plus prévisibles. Et je pense que cela arrivera. Inévitablement, l'Amérique se retrouvera isolée. Et cette longue période, à laquelle d'ailleurs le terme mondialisation fait réellement référence, pendant laquelle les États-Unis sont devenus plus dépendants du commerce, prendra fin. Beaucoup de contradictions dans ces politiques. On peut également souligner son argument ou sa reconnaissance du fait qu'il faut un dollar faible pour réintégrer les industries américaines sur le marché afin de les rendre plus compétitives à l'exportation. Mais bien sûr, il souhaite aussi un dollar fort et stable pour le maintenir comme monnaie de réserve. Il est donc très difficile de surmonter ces contradictions. Mais pour Giddens et d'autres, enfin, pas Giddens, j'ai oublié. On prédit, au moins depuis les années 1980, que ces jours viendraient pour les États-Unis. Vous faites référence à Friedrich List en parlant de retirer l'échelle. Eh bien, c'est l'hypothèse. Une fois que vous êtes l'économie dominante, l'hégémon, vous possédez les technologies de pointe, vous contrôlez les corridors de transport, vous avez les banques dominantes, la monnaie de réserve. Alors bien sûr, il y a un intérêt à promouvoir l'économie néolibérale, c'est-à-dire que tout le monde s'intègre dans un système économique que vous administrez. Donc, tout simplement, si vous avez les meilleures technologies et industries, si vous avez les industries matures, c'est une haute qualité à bas prix, vous surpasserez tous les concurrents qui ont une faible qualité et des prix élevés. Il y a donc toujours eu une bonne manière de saturer les marchés étrangers. Ils ne s'industrialisent pas et ne développent pas la technologie de la même façon parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec vous. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé avec le modèle néolibéral. Lorsque les États-Unis ont financiarisé leur économie, leur production a été délocalisée. Je pense qu'aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent plus rivaliser avec la Chine. Par le passé, ils le faisaient, du moins lorsqu'ils imposaient des sanctions et différentes formes de coercition économique contre la Chine. Ils essayaient de se référer à certains droits humains. Mais aujourd'hui, ils admettent très ouvertement qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la Chine. Ils doivent trouver un moyen d'enrayer le système
Eh bien, je suppose, de saboter l'ascension de la Chine. Tout cela crée évidemment une demande pour des alternatives. Vous avez dit que l'une des malédictions des États-Unis aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas prévisibles. En effet, c'est une économie insoutenable. Personne ne croit vraiment qu'on puisse s'endetter ainsi indéfiniment. Les États-Unis ont instrumentalisé toute forme de dépendance à leur égard. Ils peuvent prendre votre or, saisir vos fonds souverains, vous couper des banques et du système SWIFT, s'emparer de vos pétroliers. Il n'y a plus de limite. Il existe donc, de toute évidence, une forte demande pour des alternatives. Dans quelle mesure voyez-vous les BRICS jouer ce rôle pour façonner une nouvelle alternative? Et avec quel succès? J'ai souvent l'impression qu'ils avancent de 2 pas, puis reculent d'un, surtout l'Inde. Ils sont généralement plus critiques envers les BRICS que ne le seraient, par exemple, les Chinois ou les Russes. Comment évaluez-vous donc le rôle des BRICS dans ce nouveau système économique en cours de développement? Je veux dire, oui, vous savez, les BRICS sont à un certain niveau un groupe très étrange. Le nom, comme vous le savez, a été inventé par Jim O'Neill de Goldman Sachs vers l'an 2000, ou à peu près. Et il a essentiellement dit, regardez, le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace loin de l'Occident. C'est effectivement le cas. Inévitablement, il viendra un jour où ces pays domineront beaucoup plus, etc. Et il a essentiellement choisi 4 grands pays, dont 2 selon lui, riches en ressources naturelles, à savoir le Brésil et la Russie. Rappelez-vous, à l'époque, l'Afrique du Sud ne faisait pas partie de ce groupe, donc le Brésil et la Russie. Et il a choisi 2 pays riches en ressources humaines, 2 pays très peuplés, à savoir la Chine et l'Inde. Et lui, vous savez, sans avoir une compréhension particulièrement critique de ce qui fait fonctionner ces économies. Par exemple, à l'époque où il écrivait, il y avait un grand boom des matières premières. Et donc on prévoyait que la Russie et le Brésil en profiteraient beaucoup, etc. Mais quoi qu'il en soit, le fait est qu'en réalité, non seulement il n'a pas examiné en profondeur leur politique économique, mais il a essentiellement supposé que les 4 poursuivaient des politiques néolibérales et orientées vers le marché, ce qui n'est en fait pas vrai. Essentiellement, ce que l'on observe durant cette période, c'est une situation dans laquelle, comme je l'ai soutenu en 2013, j'écrivais à la fin d'un de ces sommets des BRICS, je disais que les BRICS créent un front contre l'hégémonie occidentale. Mais j'ai précisé que cela ne se produirait que dans la mesure où ces pays rejettent le néolibéralisme, n'ont jamais adopté le néolibéralisme ou sont en train de le rejeter. C'était le cas du Brésil et de la Russie en particulier, ou, comme l'Inde, l'ont toujours appliqué de manière modifiée. Mais vous savez, restons-en à l'exemple de l'Inde. À cette époque, l'Inde était dirigée par un gouvernement relativement progressiste, dont les politiques de réforme stimulaient la demande, et ils ont pu promouvoir une croissance raisonnablement décente, du moins en comparaison avec la période précédente, et ainsi de suite. C'était donc une bonne chose. Et si l'Inde avait continué dans cette voie, elle aurait continué à prospérer. Mais bien sûr, depuis, nous avons eu l'élection du gouvernement Modi, qui est un gouvernement profondément néolibéral. À mon humble avis, il est en train de mener l'économie indienne à sa perte. Dernièrement, cependant, il s'est, par exemple, mis à se présenter comme le défenseur des intérêts des agriculteurs indiens. Mais il y a seulement 3 ou 4 ans, il menait une bataille dans les rues contre eux, parce qu'ils s'opposaient aux lois agricoles néolibérales qu'il souhaitait introduire. Ils y étaient opposés. Ces lois auraient conduit à la corporatisation de l'agriculture, à la destruction de la petite agriculture, ou de ce qu'il en reste, et ainsi de suite. Donc, vous savez, tous ces problèmes ont créé une économie indienne très problématique. Elle ne se porte pas bien.
Les statistiques de croissance qui sont encore utilisées pour défendre les arguments des BRICS sont profondément problématiques. Je dirais donc que les BRICS sont devenus problématiques de ce point de vue. Au Brésil, bien que Lula soit revenu au pouvoir, il reste une question ouverte de savoir dans quelle mesure il pourra suivre une voie distincte du néolibéralisme. Tout simplement parce que la bourgeoisie brésilienne est assez puissante. Et je ne suis pas sûr qu'il ait la capacité politique de s'opposer à elle. La Russie et la Chine, bien sûr, continuent d'avancer sur cette voie. Même si, évidemment, par rapport à il y a 10 ou 15 ans, les taux de croissance sont plus faibles. Néanmoins, ils restent bien supérieurs à tout ce que l'Occident peut afficher. Et la Russie est très intéressante, car dans le contexte des sanctions et de la guerre depuis 2014 et surtout depuis 2022, je pense que la Russie a été contrainte de prendre des décisions progressistes. Même si je pense que Poutine, s'il avait eu le choix, serait probablement beaucoup plus néolibéral qu'il n'est aujourd'hui obligé de l'être. Néanmoins, il n'a jamais été complètement néolibéral. C'était ce qu'il y avait de bien chez lui. Mais il a tout de même trop cédé au néolibéralisme. Mais aujourd'hui, dans le contexte d'une économie de guerre, il est contraint de mener des politiques plus développementalistes, plus égalitaires. Et je pense que cela fonctionne bien pour la Russie. Évidemment, on souhaiterait que la guerre s'arrête, mais on espère que quelque chose le retiendra. Peut-être que la relation avec la Chine le maintiendra dans cette voie. Ainsi, la situation des BRICS est devenue très complexe, du moins si l'on considère les 4 membres initiaux. Mais maintenant, d'autres pays les rejoignent également, comme l'Iran en particulier. Et vous savez, il existe une sorte d'alliance informelle. Évidemment, la Corée du Nord ne fait pas partie des BRICS, mais elle entretient des relations très étroites avec la Chine et la Russie. Je pense donc que ce que nous observons, c'est que le potentiel et les frontières du groupe anti-impérialiste pourraient évoluer. Peut-être que certains pays entreront et sortiront. Si Lula parvient à mener des politiques progressistes, il restera dans le groupe. Si l'Inde obtient un meilleur gouvernement, elle reviendra de manière beaucoup plus affirmée au sein des BRICS. Ainsi, les contours exacts peuvent changer. Mais je pense que le fait qu'il existe un bloc anti-impérialiste de plus en plus solidaire, prêt à se soutenir mutuellement sur les plans économiques, politiques, voire même militaires, est une réalité croissante. Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné la Russie dans ce format BRICS, car c'est un cas d'étude intéressant. En effet, si l'on observe le déclin relatif de l'Occident et la montée de l'Orient, il s'agit là, encore une fois, d'un véritable bouleversement historique. On évoque souvent la fin des 500 ans de leadership, voire de domination occidentale. Mais ce qui est fascinant avec la Russie, c'est qu'elle a toujours eu un pied en Europe et un autre en Asie. Elle a toujours reconnu que pour se moderniser, elle devait se tourner vers l'Occident et s'européaniser. Cela a toujours été le fil conducteur de Pierre le Grand à Eltsine. Mais bien sûr, la montée de l'Orient, et je dirais la stagnation ainsi que l'hostilité croissante de l'Occident, ont modifié les calculs économiques de la Russie. Je crois d'ailleurs qu'en 2012 ou 2013, Lavrov avait souligné que l'on ne pouvait plus continuer comme avant. Considérant Prague comme monde développé et l'Asie abyssalement. C'est simplement que ce n'est pas la réalité du monde. Nous avons donc assisté à ce basculement depuis les années 90, lorsque la Russie était prête à tout pour faire partie de l'Europe, jusqu'à aujourd'hui, où la Russie concentre essentiellement tous ses efforts sur l'intégration avec l'Est et exprime ouvertement, sinon de l'hostilité, du moins une insatisfaction, à l'égard des Européens. Je me demandais simplement, comment en est-on arrivé là? Parce qu'ici, en Europe, le récit dominant est le suivant. La guerre froide a pris fin, tout s'est plutôt bien passé dans les années 90,
Puis Poutine est arrivé avec sa mentalité du KGB et son esprit impérialiste. Et tout est parti à volo. Comment analysez-vous ce parcours de la Russie? Passer d'une position très pro-occidentale à cette nouvelle Russie eurasienne qui émerge aujourd'hui. Eh bien, vous savez, c'est fascinant, Glenn. Et la façon dont vous l'expliquez donne justement un aperçu des raisons pour lesquelles la Russie et l'Europe suivent aujourd'hui des chemins divergents. Parce que vous avez dit qu'en Europe, on considère que dans les années 90, tout allait bien, puis qu'avec l'arrivée de Poutine dans les années 2000, tout est parti à volo. Donc vous voyez, c'est là le problème. Les Russes voient les choses exactement à l'inverse. Dans les années 90, tout partait à volo, et la Russie a été passée à la moulinette économique. Il y a eu un déclin énorme de son PIB, un déclin énorme du PIB par habitant et des revenus, la destruction, qu'elles aient été bonnes ou mauvaises, mais elles existaient, des institutions de l'économie, la destruction délibérée d'une économie entière dont dépendait la population pour sa subsistance. On which people depended for their livelihoods this was the decade. Et c'est au cours de cette décennie que les Russes ont connu une baisse de l'espérance de vie, en temps de paix, vous savez. Les gens mouraient plus jeunes. Ce fut un cauchemar pour les Russes. Pour eux, l'arrivée de Poutine à la présidence est associée à la période durant laquelle la Russie a été au moins restabilisée. Et un long processus lent a permis de retrouver au moins une part décente du revenu par habitant dont ils jouissaient auparavant. C'est donc un aspect très intéressant. Mais je trouve aussi intéressant que vous ayez évoqué Pierre le Grand. J'ai assisté à une conférence à la Haute École d'économie de Moscou au printemps 2023 et je me souviens d'avoir été très frappé. Parce que, vous savez, comme vous, j'ai toujours été conscient que la Russie s'est toujours tournée vers l'Occident depuis Pierre le Grand. Mais aussi, je dirais que Lénine était très intéressant. Il est intéressant de constater à quel point Poutine en veut à Lénine. Mais Lénine a été le seul dirigeant russe à avoir très clairement reconnu que l'avenir de la Russie résidait dans l'alignement avec les mouvements anti-impérialistes et anticoloniaux, puis avec les pays du tiers-monde. Il a écrit à ce sujet dès la Révolution de 1905 et il a continué à écrire à ce sujet jusqu'à sa mort. Mais à part cela, je pense que d'autres parties de la direction russe étaient généralement assez pro-occidentales. Ainsi, Pierre le Grand a effectivement inauguré une période durant laquelle la Russie s'est tournée vers l'Occident pour s'en inspirer, et même, peut-être, pour obtenir de l'aide dans sa modernisation, etc. Mais lors de ce séminaire à la HSE, j'ai entendu, intellectuel après intellectuel, et il y avait là des personnalités éminentes comme le professeur Sergueï Karaganov, le professeur Dmitri Trenin et d'autres encore. Tous affirmaient que le chapitre de l'histoire russe où elle se tournait vers l'Occident est clos. La Russie ne regardera plus vers l'Occident. Et cela était énorme. Et je pense que l'on voit, et vous mentionniez que vous aviez parlé au professeur Sakwa, et je suis sûr que cela a été abordé dans votre conversation avec lui. Mais bien sûr, je me souviens d'un excellent article de Sakwa dans lequel il montre en fait la progression de la prise de conscience croissante de Poutine, que malgré tous ses efforts pour amener l'Occident à respecter la Russie et ses impératifs de sécurité, cela ne fonctionnerait pas. Rappelez-vous que même avant qu'il ne devienne président, l'OTAN s'était déjà élargie, je crois 2 fois avant 2000, pour inclure davantage de pays. Donc, lorsqu'il a accédé à la présidence, il était déjà conscient qu'il y avait un problème. Il a passé les 8 premières années, je pense jusqu'à la conférence de Munich de 2008, à essayer de sauver ce qui pouvait l'être de la relation entre la Russie et l'Occident. Et puis enfin à Munich, j'ai oublié les mots exacts qu'il a utilisés, mais il a dit que, vous savez, vous ne comprenez pas ce que nous sommes, etc.
Et c'est cela, bien sûr, qui a préparé le terrain, qui a certainement fait comprendre à Poutine que ce n'était pas la voie à suivre. Et en 2014, seulement quelques années plus tard, il y a eu le coup d'État du Maïdan, la tentative de l'Occident de nuire à la Russie en s'attaquant à ce que j'appelle parfois l'Ukraine, le ventre mou de la Russie. Vous savez, nuire à la Russie à travers l'Ukraine. Et le résultat, c'est la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je ne pense pas que l'Occident gagnera. La question est de savoir combien de dégâts cela causera à l'Ukraine, bien sûr, et combien d'efforts il faudra à la Russie pour établir une situation avec laquelle elle pourra vivre. Et c'est un point intéressant. La reconnaissance par Poutine que l'Occident ne respecterait pas la sécurité de la Russie. Mais ce n'est pas seulement un problème avec la Russie. Je trouve que c'est un problème bien plus large. Autrefois, du moins pendant la guerre froide, on discutait, vous savez, de ce qui inquiétait les Soviétiques, de ce qui inquiétait les Chinois. Mais aujourd'hui, cela a complètement disparu. Ce n'est plus dans la bouche des politiciens. On ne le trouve pas dans les médias lorsqu'ils abordent les préoccupations sécuritaires des adversaires. Et encore une fois, on discute généralement de ces questions et on montre un certain respect pour la sécurité des adversaires. Non pas par générosité, mais parce qu'on sait que dans la compétition sécuritaire, on se rend service à soi-même en prenant en compte les préoccupations sécuritaires de l'adversaire. Mais encore une fois, il y a cette guerre économique contre la Chine. Personne ne semble discuter des préoccupations légitimes des Chinois, ni dans quelle mesure il serait insensé pour eux de dépendre de technologies ou de fournitures occidentales qui les rendraient vulnérables. Nous avons eu 30 ans d'expansion de l'OTAN, 11 ans de guerre par procuration en Ukraine, et pourtant, nous sommes en pleine guerre. Maintenant, on parle de négocier une fin à la guerre, et pourtant, si l'on parcourt tous les journaux, personne ne discute des préoccupations de la Russie. C'est pourtant la première chose à faire, non? Si l'on veut évaluer les politiques de ses adversaires, il faut d'abord connaître les préoccupations sécuritaires auxquelles ils répondent réellement. Et cela s'applique aussi à l'Iran. 46 ans d'hostilité, de tentatives pour briser le pays. Il y a des attaques contre ces réacteurs nucléaires. Un acte criminel que nous redoutions autrefois de la part de terroristes. Mais aujourd'hui, c'est nous ou les Américains qui le faisons. Et pourtant, nous ne parlons que du Parti communiste chinois, du poutinisme ou des mollahs d'Iran. On part toujours du principe que leurs politiques émergent dans le vide, qu'elles ne sont pas une réponse possible à ce que nous pourrions faire. C'est très étrange, car la conclusion devient alors toujours que nous devons les vaincre. C'est la seule façon d'assurer notre sécurité. Et la diplomatie passe toujours au second plan, voire disparaît complètement. Eh bien, c'est une question très vaste, mais pour la résumer, pourquoi pensez-vous qu'il est devenu si difficile en Occident aujourd'hui de discuter et de prendre en compte les préoccupations sécuritaires des adversaires? Ce n'est pas seulement difficile. Si vous essayez d'évoquer des préoccupations sécuritaires légitimes, ou de soutenir, par exemple, que les Russes ont des préoccupations sécuritaires légitimes, et que des institutions comme les BRICS pourraient y répondre, cela est considéré comme pro-ci, anti-ça de la propagande, au lieu d'être une bonne manière d'évaluer l'orientation de ces pays et éventuellement de pouvoir ajuster la direction d'autres pays. Oui, c'est une question vraiment intéressante et il faudrait beaucoup de temps pour en discuter, mais je vais peut-être limiter ma réponse à quelques points. D'abord, il y a quelque temps, j'ai écrit un article intitulé « La longue ombre d'Hiroshima » que j'ai sous-titré « Capitalisme et armes nucléaires » parce que je crois vraiment qu'il existe une relation plus profonde. Ce n'est pas seulement beaucoup de traditions réalistes, en particulier dans les relations internationales,
vous apprennent à négliger les différences dans la composition sociale des pays, à ignorer qui fait quoi. Mais les différents pays ne sont pas les mêmes. Et l'un des arguments que j'ai avancé, c'est que, historiquement, l'Union soviétique et les grandes puissances capitalistes, principalement les États-Unis, mais aussi les autres puissances nucléaires capitalistes, ont toujours adopté une posture offensive, alors que la posture des puissances nucléaires socialistes a toujours été défensive. C'est selon moi un point important à souligner, car sinon nous n'arriverons jamais à une solution à la question nucléaire. Mais aussi, au cours de la rédaction de cet article, j'ai comparé le moment bipolaire de la période de la guerre froide avec ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle guerre froide dans laquelle nous nous trouvons. Et je pense que notre période actuelle est bien plus dangereuse, car à l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique étaient des puissances relativement comparables et relativement stables. Et bien sûr, les États-Unis ne pouvaient pas complètement effacer la mémoire de la contribution essentielle que les Soviétiques avaient apportée à la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale, et ainsi de suite. L'Union soviétique jouissait d'une très large légitimité, en Europe par exemple, et ailleurs. Donc dans un certain sens, c'était, et bien sûr, il y avait l'équilibre de la terreur nucléaire qui obligeait également les pays, l'Union soviétique et les États-Unis, à prendre en compte les positions de l'autre. Et bien sûr, il y a eu aussi la crise des missiles de Cuba, où deux parties du monde ont failli réellement déclencher une guerre nucléaire. Et c'était quelque chose que les gens ne voulaient pas recréer. Et je suppose, vous savez, qu'il y a eu des moments où, par exemple, la signature du JCPOA, ou les tentatives d'accord qui ont été faits avec la Corée du Nord pour dire « nous allons vous aider, mais vous arrêtez votre programme nucléaire », etc. Donc ce genre d'accords ont eu lieu, mais ils ont toujours été implicitement fondés sur le deuxième point dont je voulais parler. Et c'est essentiellement, et cela nous ramène au début de notre discussion, ce dont souffrent les pays occidentaux, c'est d'une forme d'hubris néolibérale. Ils sont donc profondément convaincus, parce que, pour être tout à fait franc, ils sont convaincus parce que le pouvoir des entreprises exige qu'ils le soient, que le pouvoir privé des entreprises exige qu'ils soient persuadés que les marchés libres et le libre-échange sont la voie à suivre. Cela ne s'applique pas nécessairement à eux-mêmes, mais ça doit s'appliquer au reste du monde, car que devrait faire le reste du monde? S'ouvrir à la pénétration des entreprises et des produits américains, et être prêt à fournir tout ce dont ils ont besoin. Ainsi, cette arrogance néolibérale signifie qu'en réalité, elle délégitime les États. Vous savez, c'est presque comme si la Chine ne devait même pas avoir d'État. La Corée du Nord ne devrait même pas avoir d'État. Elle devrait simplement être gouvernée par des règles et des règlements pour le monde entier, qui sont, bien sûr, surprises, élaborés par les États-Unis, etc., etc. Mais cette même arrogance néolibérale a affaibli l'Occident aussi bien économiquement que militairement. Je veux dire la façon dont, par exemple, aujourd'hui, d'un côté, les États-Unis dépensent des sommes énormes, astronomiques, pour leur armée. Mais aujourd'hui, en termes de technologie militaire et de choses comme, vous savez, que ce soit les drones ou les missiles hypersoniques ou autres, ils sont en réalité à la traîne. Les puissances qui dépensent beaucoup moins d'argent pour leurs armées. C'est très intéressant, car avec le néolibéralisme, ce qui importe, ce n'est pas tant le résultat militaire réel. Ce qui compte, c'est que les entreprises aient reçu les subventions qui leur ont été promises. Ainsi, on se retrouve avec un complexe militaro-industriel extrêmement choyé aux États-Unis, à qui l'on accorde tout ce qu'ils demandent, sans exiger de résultats concrets. Cette même arrogance militaire, comme je le disais,
est en train de financiariser et d'affaiblir économiquement les États-Unis. Ce qui fait que leur attractivité économique pour le reste du monde n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était même dans les années 1950, 1960 et 1970, alors qu'elle n'était déjà pas exceptionnelle. Et militairement, elle se fait surpasser par de nombreuses autres puissances qui dépensent bien moins pour leurs armées. La raison pour laquelle ces autres pays sont bien plus puissants militairement, c'est parce qu'ils ont des objectifs limités. Leur but est de protéger leur pays. Leur but n'est pas de dominer le monde. Ils cherchent à entretenir des relations mutuellement bénéfiques avec le reste du monde, ce qui est la bonne manière de faire. Mais bien sûr, pour les États-Unis, cela ne fonctionnerait pas. Car si le gouvernement américain doit agir dans l'intérêt des grandes entreprises capitalistes américaines, il doit œuvrer à forcer le reste du monde à s'ouvrir à leurs activités. Et c'est précisément cela, l'impérialisme, le bloc anti-impérialiste. C'est pourquoi l'idée de multipolarité, ou ce que Hugo Chavez appelait la pluripolarité, est si importante. Permettez-moi de reformuler. Le bloc anti-impérialiste, mené par la Chine et désormais aussi par la Russie, ne se préoccupe pas de la façon dont vous gérez votre économie. Il s'intéresse à la manière dont nous pouvons parvenir à des situations mutuellement acceptables, à des accords mutuellement bénéfiques pour créer des relations stables à travers le monde. Mais bien sûr, l'Occident ne peut pas accepter cela. L'Occident doit dicter la façon dont vous allez gérer votre économie. Sinon, il ne peut pas imposer que vous traitiez leurs entreprises de telle ou telle manière, et ainsi de suite. Eh bien, Radhika, merci beaucoup pour votre temps et vos explications. J'ai apprécié la façon dont vous avez ramené toute la discussion au néolibéralisme. Cela semble donc être un bon point pour conclure. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Parfait, Glenn. Merci beaucoup. Au revoir.